Bienvenue dans le 56cast. Cette semaine, c'est le numéro 37 et je m'aperçois avec effarement que le numéro 42 arrive et qu'il va falloir que j'ai une super bonne idée pour faire un truc cool parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale éducation et numérique ou éducation au numérique ou numérique à l'éducation, ce qui ne veut rien dire, avec notre invitée spéciale Sophie Penn du Conseil national du numérique. Bonjour. Bonjour. On est super content que vous soyez là. Et Alexis Kaufmann, bonjour. Bonjour. Va être mon co-intervieweur aujourd'hui et n'est pas là pour parler domaine public, mais ça ne saurait tarder, ne vous en faites pas. Alors, de quoi on va pas parler sinon? On va pas parler de quoi? Eh bien, on va pas dire que Twitter développe un système nommé Digits qui vise à se passer de mots de passe. En gros, on reçoit des identifiants jetables par SMS pour se connecter à un service. Dit comme ça me paraît pas super pratique, mais en même temps, je connais pas tous les détails du truc. Google, de son côté, a lancé une appli nommée Inbox, qui est un truc à mi-chemin entre la messagerie et l'assistant personnel. Alors, en gros, si j'ai bien compris, quand on a un mail, on peut le reprogrammer pour qu'il ressurgisse plus tard, à un moment où on a plus le temps de le traiter, et puis il nous envoie des plans de la ville au moment où on a besoin de faire un trajet ou je sais pas quoi. Donc j'ai voulu essayer et le site d'Inbox n'était pas compatible avec mon mobile parce que j'utilise Firefox. Donc j'ai envie de dire un truc, Google, vous allez vous faire voir. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir Framasoft, justement. Oui, mais est-ce que vous avez un assistant personnel qui fait des alertes? Ça ne serait tardé, il y a presque arrivera. tout qui est prévu sur, dans le comme alternative à Framasoft, chez Framasoft. Yahoo met aussi, sur son appli de mail, elle va maintenant informer les utilisateurs sur leurs déplacements en avion et sur les événements prévus à leur calendrier. Et l'assistant personnel, c'est très à la mode. Mark Zuckerberg, alors ça c'est un truc de fou, a fait une séance de questions-réponses à Pékin, bon jusque-là, dans une université, bon jusque-là, pendant une demi-heure entière, bon, normal. Hey, comment t'as su? Et il l'a fait en chinois. Il est fort, ce Non, mais la vidéo, elle est extraordinaire. Regardez-le, il parle chinois. Il a l'air de parler bien chinois, mais c'est ce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Et l'assistance est pliée de rire pendant une demi-heure. Il fait son numéro, c'est assez fou. Mais les données personnelles n'ont pas de frontières. Je me comprends. Pour Mark Zuckerberg et Facebook. Tant mieux. Je dois enchaîner. Au Royaume-Uni, le secrétaire d'État à la justice Chris Grayling a fait un projet de loi qui prévoit jusqu'à 2 ans de prison pour les trolls. Dixit, il s'agit d'une loi pour combattre la cruauté et marquer notre détermination à prendre position contre les meutes aboyants sur Internet. Moi, je trouve qu'il y a une mise en abîme ici parce que cette proposition est en elle-même un troll. Un trolling. Bah oui. Ah oui. Non mais c'est vrai que traiter les internautes de meutes aboyants... Oui. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris. Je cite, ERP en mode cloud, la grande bascule. Je dis oui. Là, excuse-moi, parce que comme je viens de Framasoft, je ne peux pas te dire que j'ai pas compris, parce que ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. En fait, c'est le logiciel de gestion intégrée des ressources de toute l'entreprise. C'est un logiciel hyper important. Avant, il était plutôt un intranet, puisque les données sont extrêmement sensibles. Et là, on veut le déporter sur le cloud, puisqu'on veut tout déporter sur le cloud. D'où le titre. Ouais. D'accord. Non, parce que pour moi, l'ERP, c'est l'établissement recevant du public. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Mais en même temps, c'est le but de cette rubrique. Et on n'est pas là pour critiquer les gens qui comprennent les non-news, il n'y a pas de souci. Non, puis il y a plein d'acronymes, ERP, mais aussi il y a un autre acronyme, c'est le CNUM, c'est pour faire la transition. Oh, quelle transition de ouf. Alors, c'est l'actu. Alors Sophie Penn, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Descartes et directrice de recherche à l'École nationale supérieure de création industrielle. C'est ça. Et on a coutume aussi de vous présenter, quitte à froisser votre modestie, comme une pionnière des usages numériques à l'université. Alors pourquoi? Ça me froisse, oui. C'est juste parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait partie des gens qui ont poussé la première vague de cours en ligne dans les universités. Et avec des systèmes à l'époque d'enregistrement automatisé de cours, en particulier pour les étudiants de médecine, mais au-delà. Et il y avait au début des années 2000, un très très grand mouvement qui maintenant a été un peu bouleversé par les MOOC, mais la nécessité de constituer des patrimoines, des gros ensembles de cours enregistrés était déjà présente il y a 15 ans. Juste les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses, donc les cours, les formations en ligne ouvertes à tous. En français, ça se dit FLOT. D'accord. C'est mon petit point francophonie. Et donc, vous êtes membre de ce fameux Conseil national numérique, le CNUM. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi? Comment? Alors, nous sommes 30 membres, 15 hommes et 15 femmes, venus de milieux qui touchent au numérique, mais qui sont assez divers. Effectivement, ça peut être l'université, mais il y a des entrepreneurs,
Il y a des gens il y a des chercheurs comme Bernard Stiegler, il y a des militants, on pourrait dire, des pionniers pour le coup autour des questions de l'open source comme Tristan Nitto avec Firefox, Mozilla, comme Valérie Peugeot qui depuis longtemps œuvre pour un numérique participatif, ouvert, civilisé, etc. Comme Michel Briand, comme Daniel Kaplan, comme Michel Briand, Daniel Kaplan de la FING, et puis aussi Marc Tessier, qui a eu toute une carrière dans l'audiovisuel, dans les stratégies plus autour de l'image, etc. Donc ça fait un ensemble très très varié et dont la variété a été saluée avec l'idée que on serait obligé de se parler, quoi. On serait obligé de se parler, on serait obligé d'ouvrir les sujets d'une façon un peu différente, peut-être que simplement le focus sur l'économie numérique, qui est quand même la tendance des milieux de l'économie numérique, quoi. D'être toujours obsédé par les startups, par le développement. Et nous, on a quand même une forte facette sur les sujets de société. Sur la question de la société numérique, du nouveau rôle de l'État, du rôle des citoyens, tout un tas de sujets qui sont quand même censés intéresser tout le monde, c'est ça. Il y a une volonté dans le Conseil numérique de déconfiner les sujets numériques et de les adresser à toute la société. Et vous êtes totalement indépendant et les membres sont bénévoles. Oui, les membres sont bénévoles. Heureusement, on a un secrétariat général avec un certain nombre de rapporteurs, comme on dit, qui instruisent les dossiers avec nous, qui font la recherche documentaire, qui nous aident aussi à construire les lignes de travail, parce que c'est un très gros boulot, quoi. Et on travaille beaucoup, oui. Alors, globalement, une petite question qui fâche. Le général de Gaulle parlait de comité Théodule lorsqu'il disait qu'on avait créé une commission qui n'était pas forcément utile. J'ai entendu un député dernièrement qui suggérait de supprimer le CNUM, non pas parce qu'il faisait un mauvais travail, mais parce que ses recommandations étaient trop rarement suivies par le gouvernement. Moi, j'ai le souvenir d'avoir lu un rapport sur la neutralité du numérique, excellent, sur les libertés numériques, sur la loi sur le terrorisme, sur le traité transatlantique, absolument excellent. Enfin, plein de recommandations intéressante, judicieuse, et puis un gouvernement timide. Alors, c'est vrai, oui et non, au sens où chaque fois qu'il y a un avis qui sort, ça lance un débat. Donc ça lance un débat dans la communauté du journalisme numérique, dans le débat, dans la communauté des acteurs, mais aussi dans les cabinets. Ça se voit peut-être pas toujours, mais beaucoup de gens, les positions sont pas homogènes dans les cabinets, au niveau des administrations centrales, au niveau du gouvernement, et les gens se servent de nos avis pour pousser des débats, pousser des opinions. Alors même si au final ça se voit pas, on peut peut-être se dire que ce serait encore pire s'il n'y avait pas ces avis, parce que ça oblige les gens quand même à se situer, ça donne des exemples, ça donne des cas, ça donne des positions, et je pense que ça donne un peu plus de courage à un tas de gens qui autrement pourraient être condamnés au silence dans leurs propres environnements. Je pense, moi je le vois comme ça. Alors en ce moment, le CNUM s'est vu confier une mission qu'on résume par un hashtag contribuer. C'est un ordre à la deuxième personne du pluriel. Donc vous devez chapeauter une grande concertation sur le numérique. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Alors, c'est une demande du gouvernement, c'est ça? Oui, c'est une saisine, comme on dit. Oui. On reçoit un courrier qui nous saisit. Donc nous sommes saisis et nous nous mettons au travail de saisissement, comme ça. Et saisis par Manuel Valls, mais c'était déjà dans les tuyaux du temps de Jean-Marc Ayrault. Et c'était l'idée que l'ensemble des sujets numériques, qui soient économiques, qui soient politiques, qui touchent aux libertés, qui touchent à l'avenir du pays, donc tout ce qui concerne la grande transition numérique que nous vivons, concernait les citoyens, et qu'on devait trouver un moyen avec quelque chose de pas trop procédural, quelque chose de très ouvert, qui sollicite une participation très au-delà des cercles fermés, multiples certes, mais fermés quand même, de l'économie, ou des biens communs, ou des droits de l'Internet, ou des libertés, etc. Et que tous les citoyens puissent se sentir concernés par ça, avec la volonté du gouvernement qui était de construire la grande loi numérique. Voilà. Ce qui est assez compliqué. Et donc nous, on n'est pas engagés dans la conception de la loi, nous sommes engagés dans l'appel à la participation de tout le monde, pour que tout le monde se prononce sur les 4 grands thèmes qui ont été dégagés par le travail préalable. Alors on a une petite vidéo de présentation de l'appel à contribution justement. Alors l'intérêt de cette concertation, c'est qu'elle va finalement créer une sorte de réservoir à idées dans lequel ensuite les acteurs publics à tous les niveaux, que ce soit à l'échelle locale, nationale, européenne, internationale, vont pouvoir puiser pour soit adopter des nouvelles réglementations, soit mettre en place des politiques actives.
Donc tout le monde peut contribuer. Tout le monde est invité à contribuer et on aimerait que des classes, des scolaires, des lycéens, des personnes âgées, des gens qui ne travaillent pas, les gens qui sont soutenus par ATD Quart Monde ou Emmaüs Connect, que tous ces gens-là se sentent concernés. Voilà, très très au-delà de ce qu'on a l'habitude de désigner par société numérique, parce que la position du Conseil national du numérique qui n'est pas étonnante, c'est qu'aujourd'hui le numérique concerne absolument tout et tout le monde et que c'est pas une option. Et que donc sur toutes les grandes décisions politiques et économiques qui nous attendent, qu'il s'agisse de la souveraineté nationale ou des libertés individuelles, absolument tout le monde est concerné. Et il va se passer quoi après? Donc là, il faut contribuer sur le site qui est contribuez.cnnumérique.fr et c'est jusqu'en janvier. Oui, oui. Et après, il se passe quoi avec les contributions? Ça se passe pour le moment en 2 temps. Il y a les 2 premiers sujets qui sont ouverts à la contribution jusque fin novembre. C'est pas sûr qu'on les fermera alors, ça dépend un peu de ce qui va se passer. Et puis un focus sur les 2 sujets suivants jusqu'en janvier. Ensuite, on analyse toutes les contributions, on va les classer, on va remettre une synthèse au gouvernement. Et à partir de cette synthèse, il y aura une utilisation, comme l'expliquait Valérie Peugeot, par le gouvernement et par les assemblées pour construire cette loi. Voilà. Ok. J'aime bien le slogan parce que quand on va sur le site, il y a écrit « La France se met à jour ». C'est très, très geek comme Waouh, slogan. quelle modernitude. Je suis tout épousbillée. Une petite virgule what the fuck avant de parler éducation. Voilà. Donc c'est en japonais, je n'ai rien compris, mais d'après Google Translate, ça veut dire « des chats ont été vus danser ». Et c'est une production du studio Singa. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder l'autre actualité du CNUM, peut-être rappeler le détail des 4 thèmes de cette plateforme contribuée. Oui, parce que j'espère que ça va donner envie à tout le monde de trouver sa place dans ces 4 grands thèmes qui se déclinent ensuite en une vingtaine de sous-thèmes que je ne vais pas énumérer. Le premier grand thème, bien sûr, il touche à la question de l'économie et de la transformation du paysage économique pour les petites entreprises naissantes ou pour les grands groupes. Donc toute la question de l'économie et de ses transformations, les nouveaux modèles de valeur, les transformations apportées par les start-up, la façon dont les grands groupes sont mis au défi comme ça de leur transformation. Et ce que ça implique comme nouveau cadre pour la production et pour la consommation. Le deuxième grand thème s'appelle la loyauté et aborde la question de la confiance parce qu'il y a des transformations tellement fortes autour de la question de la liberté, de la criminalité, mais aussi en fait de la stabilité des cadres économiques et du cadre de confiance qui doit être construit entre les citoyens et les États au travers de tout un tas de filtres qui sont quand même pas très lisibles. Le troisième thème est titré l'État stratège. L'État, bien entendu, ne domine pas tout. On sait qu'il y a des groupes comme Apple, Amazon ou Facebook qui sont parfois considérés comme plus puissants que des États. Bon, c'est peut-être pas vrai, mais c'est quand même une sacrée transformation du paysage. Donc, l'État stratège, c'est comment l'État va se positionner pour l'avenir du pays dans le cadre européen, autour d'un gouvernement plus ouvert, plus transparent, d'un État qui facilite les projets des citoyens, qui facilite le développement, autour de la question de l'open data aussi, et de la garantie des libertés publiques et d'une forme de souveraineté nationale transformée. Et puis, le dernier thème, eh bien, c'est les métamorphoses de la société et la façon dont les citoyens doivent s'emparer de ce nouveau cadre et aller vers un pouvoir d'agir qui suppose qu'ils comprennent ce qui se passe et du coup, toute une réflexion sur les transformations de tout ce qui nous entoure, de tous les cadres institutionnels, l'éducation par exemple, mais aussi la justice, la santé et tout ce dont on doit être désormais absolument partie prenante si on ne veut pas finalement être programmé par l'économie numérique, voilà. Et garder Merci. Donc ça fait, en fait, c'est économie, éthique, société et puis public. Oui. Voilà. Et effectivement, l'éducation n'est pas explicitement citée comme ça en tant que telle, mais elle insuffle ces quatre grands thèmes. Il y a un sous-thème là sur l'éducation. Toujours est-il que autre grande actualité du CNUM, le fameux rapport Jules Ferry 3.0. J'adore ce titre. Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique.
Donc là, il y a contribuer, c'était une saisine du gouvernement. Et là, le rapport éducation, vous vous êtes auto-saisi. Oui, nous nous sommes autosaisis. Et c'est vous qui avez coordonné ce rapport. Oui. Depuis le début du Conseil national du numérique présidé par Benoît Thuellin, c'est-à-dire depuis janvier 2013, il y avait l'idée très forte qu'on allait tomber sur des grands thèmes comme l'éducation ou la santé, puisque évidemment c'est le focus entre les transformations de l'économie et les questions citoyennes. Et quand on a travaillé au rapport coordonné par Valérie Peugeot sur l'inclusion, la question de l'inclusion vue à l'âge du numérique, l'inclusion sociale, tous les regards étaient braqués sur l'école. Parce que c'est finalement l'école qui concerne absolument tout le monde, absolument tous les citoyens passent un jour ou l'autre par l'école. C'est donc là pour nous que doit s'apprendre, que doit se vivre l'expérience d'une culture numérique et comme on l'appelle d'une littératie numérique. Donc la question qui nous taraude, c'est quelle école pour les futurs citoyens d'une société numérique par rapport à tous les thèmes qu'on a énoncés précédemment. Et est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur ce titre? Alors d'abord Jules Ferry 3.0, on a l'impression d'une espèce entre le passé et le futur, une espèce de pont comme ça lancé. Et puis bâtir une école créative et juste dans un monde numérique, ça sous-entend que peut-être l'école ne l'est pas assez créative et juste aujourd'hui et qu'elle n'a pas forcément pleinement conscience de baigner dans un monde numérique. Alors l'école en France, elle a ce trait très très fort d'être ouverte à tous, d'être gratuite et d'avoir le projet de la méritocratie républicaine qui veut que tout élève qui travaillerait très bien à l'école pourrait voir son destin changer. On sait aujourd'hui, malheureusement, que ce projet est quand même quelque peu battu en brèche, qu'on a une école qui est devenue extrêmement inégalitaire, qui produit des inégalités plus qu'elle ne les résorbe, qui les accuse, disons, que les parcours scolaires brillants se sont terriblement refermés sur les enfants de cadres supérieurs et de professeurs et que on pourrait dire à la louche que 70% du public de l'école ne comprend pas où ça le mène d'étudier. Et vous connaissez les problèmes de l'échec. 30% des élèves qui sortent de primaire sont déjà en difficulté par rapport à des savoirs fondamentaux, etc., etc. Et 190 000 jeunes par an se retrouvent entre 15 et 29 ans, sont hors des cadres bon. Donc l'école sait qu'elle doit faire quelque chose et la question que posait le rapport, c'est comment le numérique peut aider à rebattre les cartes et à faire que l'école devienne plus juste. Voilà. Et créative, ça veut dire surtout que les générations que le monde attend vont devoir être beaucoup plus créatives. L'école de Jules Ferry, c'est une école qui prépare la grande industrialisation, qui a besoin d'ouvriers qualifiés, qui a besoin de contremaîtres. C'est un pays qui veut construire des trains, des usines, etc. La France d'aujourd'hui, elle n'est pas là-dedans. Il faut des gens qui sachent travailler ensemble, qui aient du courage, qui soient imaginatifs, qui se débrouillent pour réinventer une économie qui va être très très différente. Donc il faut que l'école soit très créative. Donc Jules Ferry, c'est l'idée, moins peut-être d'une refondation, comme l'appelait Payon, mais d'une métamorphose peut-être, d'une nouvelle métamorphose de l'école dans son environnement numérique. Et puis 3.0, 2.0 c'est un peu vieux, mais c'est quand même le monde de la relation, des réseaux sociaux, donc c'est compris là-dedans. Et 3.0, c'est le web de la connaissance. Donc, qu'est-ce que ça va être qu'une véritable école plongée dans le web qui va tenir le projet de l'apprendre à apprendre? On va faire une deuxième petite pause pour parler musique. Alors aujourd'hui, focus sur la musique Windows. Je déteste dire focus, je ne sais pas pourquoi j'ai dit focus. Je suis désolée. La musique Windows, alors c'est quoi? La définition officielle, ce sont les morceaux de musique composés principalement d'effets sonores issus de Windows ou d'autres systèmes d'exploitation, mais surtout de Windows parce qu'ils sont tellement plus beaux. Alors exemple avec ce petit Super Mario. C'est une création de l'internaute YTMND, datant d'avril 2006. Et vous aurez remarqué que les petits pixels de Mario sont en fait les 3 boutons qu'il y a en haut à droite des fenêtres Windows. Le bouton fermer, le bouton réduire et le bouton agrandir. Donc l'image est Windows et le son est Windows. C'est beau, non? Je suis sûre que tu apprécies. Énormément. Après, YTMND en a fait beaucoup d'autres. Non mais genre beaucoup d'autres.
Alors il y en a d'autres qui se sont pas embêtés à faire du pixel art avec des icônes Windows, qui ont juste fait des morceaux musicaux avec une image en fond et qui l'ont mis sur YouTube, comme Fabio Mariano, dont le Windows Error Remix, c'est le nom de son morceau, a fait 12 millions de vues sur YouTube et a moult copies qui ont elles-mêmes fait 3 millions de vues, donc c'est une grosse star de la musique Windows. Vachement bien. On les a entendus des centaines de fois, ces sons. Dans le même genre, en décembre 2007, un internaute répondant au doux pseudo de Something Unreal a fait de la musique uniquement avec des sons de Windows XP et Windows 98. Dans un tableur. Ce qui rend le tout très poétique. Voilà, j'ai fini. Alors, on peut rentrer un peu dans le détail de ce rapport éducation. Dans le logiciel libre, on aime bien dire programme où tu seras programmé. Il y a une volonté assumée et affirmée de donner une place forte à l'enseignement de l'informatique à tous les niveaux de l'école. Alors, pourquoi et comment ? Alors pourquoi parce que les enfants, les élèves, les adolescents, d'une part, ont quand même une passion pour le monde qui les entoure, pour le monde contemporain, et on ne peut pas les laisser dans l'idée que c'est une sorte de culture magique et que tous ces systèmes avancent tout seuls. Alors il y a l'argument qu'on entend beaucoup qui est « mais moi je conduis ma voiture, j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur ». Je crois que là c'est très très différent parce que l'informatique c'est pas une machine, quoi. C'est vraiment partout et ça transforme nos modes de vie, nos façons de manger, nos façons de consommer la culture, tout. Donc effectivement, si on veut pas être pris dans des systèmes qui nous débordent complètement et qui transforment quand même notre humanité, bah, il faut que les gens de demain, d'aujourd'hui, comprennent ce que c'est qu'une machine, ce que c'est que dialoguer avec une machine, ce que c'est qu'une pensée algorithmique, comment aussi on peut fabriquer soi-même des objets connectés, comment on peut avoir une maîtrise sur son environnement. Alors concrètement, vous avez plusieurs mesures phares. Celle dont ont beaucoup parlé les médias, c'est la suggestion d'une nouvelle filière au baccalauréat général, qui serait, alors on aurait S, ES, L et HN pour humanité numérique. C'est ni scientifique ni littéraire, Moi, j'en suis ravi parce que j'en discutais avec Benjamin Bayard, par exemple, qui me disait, on parlait de la sensibilisation à Internet, et il me disait, ça devrait être les professeurs de français qui sensibilisent à Internet, non pas les professeurs de mathématiques, puisqu'on était un peu sur cette... Et là, ça casse un peu cette fameuse séparation artificielle, littéraire, scientifique. Un informaticien normal aujourd'hui, il suit toute une série de fils, d'écrémages, et avant tout, c'est un matheux. C'est-à-dire, il va faire S, il va faire un parcours d'école d'ingénieur, il va se spécialiser, etc., etc. Ou alors, il va faire un cursus universitaire d'informatique. Notre idée, c'est que il peut y avoir des littéraires qui, formés autrement, formés beaucoup plus tôt, sensibles beaucoup plus tôt dès l'école primaire à ce que c'est le code, à comment on peut justement comprendre une logique de programme, qui auront fabriqué des objets de domotique en troisième, qui auront fabriqué des objets connectés à l'école primaire. Ils vont avoir un rapport au code bien différent. On sait que plus on se sensibilise tard à l'informatique, plus on croit que c'est pas pour soi, quoi. Les filles, par exemple, si elles entrent en contact avec l'informatique après 18 ans, il y en a très très peu qui sont intéressées. Avant 11 ans, il n'y a aucun problème, elles y vont. Et elles en tirent beaucoup de plaisir. Donc il y a l'idée d'un apprentissage par le plaisir qui élargirait complètement ce qu'on pourrait appeler l'assiette de compétences, l'assiette de recrutement, et qui ferait qu'on aurait des informaticiens bien plus créatifs, bien moins standards, qui aimeraient le cinéma, qui aimeraient les arts, qui aimeraient lire. Je dis pas que les informaticiens d'aujourd'hui ne les aiment pas, c'est pas une critique directe, mais on sent quand même qu'il y a un moule, quoi, hein, et on voudrait casser ce moule.
Et je pense que les littéraires peuvent être, ils l'ont montré d'ailleurs, il y a eu plein de philosophes qui étaient très bons informaticiens. Aujourd'hui, je pense que l'étau s'est un peu resserré sur des profils super mathématiques et quand même assez dans la reproduction, quoi. Et ces deux mesures, là, l'informatique et puis ce bac, ce sont aussi, d'abord c'est pour susciter le débat, mais ce sont aussi des leviers pour explorer peut-être des apprentissages un peu plus innovants ou créatifs, collaboratifs et plus adaptés au XXIe siècle, j'ai envie de dire. Voilà, on ne s'est pas prononcé sur les contenus qu'aurait ce bac, sinon que bien sûr on aimerait que ce soit des lieux où des filières où il y a un ancrage local fort, où les compétences locales avec les industries numériques, les industries créatives par exemple, ou les nouvelles industries du big data puissent être découvertes par les élèves. Mais surtout, on a proposé que ce soit un peu un prototypage pour quand même une transformation très très profonde de l'école au regard de la société numérique. Donc apprendre par essai-erreur, apprendre ensemble, apprendre à fabriquer, apprendre par le faire, apprendre avec des Fab Labs, être en mode projet complètement, et que ce soit aussi pour les professeurs de toutes les disciplines une expérience, que ceux qui vont avoir 3 heures par semaine dans ce bac HL, ils se disent mais je peux le faire en L, je peux le faire en ES, et que ce soit vraiment un vivier, une expérience, un creuset, un levain dans l'éducation. Parce que tout le monde a envie que toutes les disciplines changent, mais dans l'état actuel des choses, on ne voit pas vraiment pourquoi un prof de français, un prof d'histoire, un prof de géographie se casserait vraiment la tête pour transformer tout son enseignement. On pense qu'il faut qu'il y ait une expérience vécue en commun par les équipes de profs et par les établissements. C'est pour ça que vous proposez aussi que l'option informatique et sciences du numérique, qui est actuellement réservée au S, soit généralisée à toutes les filières, parce qu'il n'y a pas de raison après tout. Il n'y a pas de raison, parce que justement, on voit des projets, par exemple en histoire, travailler à partir des archives d'une ville comme Venise, travailler de façon très interdisciplinaire pour trouver de nouveaux objets historiques. Il va y avoir une révolution dans la façon de faire de l'histoire. En français aussi, étudier des corpus, étudier des corpus de brouillons, d'archives, enfin ça va ouvrir complètement des perspectives complètement nouvelles aux études littéraires, et travailler aussi sur les questions de data visualisation, de représentation de données complexes. C'est une nécessité de toute façon pour faire des études supérieures aujourd'hui. Et j'ai une question par rapport à l'édition scolaire, au manuel scolaire. On a l'impression que vous suggérez d'utiliser beaucoup plus abondamment les licences libres, qui sont assez naturelles quand on est dans l'éducation et la manière dont ça se diffuse et ça se partage. Mais il y a aussi les modèles économiques de l'édition scolaire en place. Là, il y a des enjeux, il y a peut-être des tensions. Comment avez-vous réussi à ménager le chèvre et... Alors, le chèvre et la chou n'ont pas vraiment été ménagés. Il y a un problème de réorganiser un monde de l'économie éducative et des industries de la formation qui est quand même devenu très complexe et qui est d'une certaine façon à l'arrêt, parce que le modèle économique de l'édition, c'est d'attendre les commandes d'édition scolaire, c'est d'attendre les commandes massives d'un marché certes un peu concurrentiel mais relativement captif, et nous ne pensons pas que le manuel numérique est la solution, c'est-à-dire quelques plastiques qu'on nous le présente. Je pense que l'avenir inéluctablement va pousser les éditeurs à vendre plutôt des grains de formation que les professeurs vont aménager sur des plateformes de curation, sur des plateformes de learning scénario, et qu'on va prendre, un morceau chez Belin, un morceau chez Hachette, un morceau chez son collègue, un morceau qu'on a soi-même créé, et qu'on va avoir des espèces de tables de montage, de plateformes de learning scénario qui vont se fabriquer exactement comme les profs ont toujours travaillé, en découpant, en photocopiant, en fabriquant leurs cours. Alors, on voit bien que les éditeurs scolaires ont plutôt envie de vendre, évidemment, c'est plus facile de rester dans le même modèle économique en vendant du support numérisé, relativement global, et en gardant Et ça, c'est quelque chose qui sans doute va se faire, mais qui pose plein de problèmes, y compris l'espèce de concurrence tout à fait légitime et très très créative que les professeurs, par leur propre production et leur coopération, sont en train de produire, et ils bouleversent le marché, d'une certaine façon. Et je pense que le gouvernement a vraiment la volonté de pousser cette créativité, parce que c'est tellement représentatif de l'énergie bottom-up et de l'innovation des enseignants. C'est la condition même de la survie de notre système, donc on ne va pas le bloquer. Ça suppose des négociations qui vont être ardues sur l'extension de l'exception pédagogique, qui est ridiculement petite et qui bloque
la créativité du système. Il va falloir persuader les éditeurs que c'est leur intérêt de travailler en synergie avec les professeurs et d'aider les professeurs à valoriser ces ressources libres. Donc il y a des nouveaux modèles économiques, ça concerne les acteurs eux-mêmes. Merci. En tout cas, moi je vous invite à lire parce que j'ai retrouvé beaucoup de mots-clés. Alors c'est ouverture, open data, Fab Lab, hackathon, partage, coopération, licence libre, pédagogie par projet, méthode active, travail en réseau, etc. Beaucoup de mots-clés qui viennent du logiciel libre par exemple, pour ne citer que lui. Au hasard. Merci beaucoup Sophie Penn pour toutes ces informations sur le rapport à l'éducation dont vous pouvez lire la synthèse. Il y a 40 mesures autour de 8 axes, c'est ça ? Et voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Pour nous, c'est vraiment avant tout la reconnaissance de l'innovation qui vient des professeurs. Et ce qu'on souhaiterait, c'est effectivement que les profs très vite, parce qu'il faut qu'on finisse. Trouvent le cadre pour déployer tout ce qui concerne leur vocation, leur envie pour une société meilleure pour les enfants qui viennent. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et on va finir avec des poils. C'est une chouette mouchetée qui fait un bisou à un humain qui est sans doute l'uploadeur de cette vidéo, Marquinhos CRZ. Voilà, bisous de chouette à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.